Bien, donc quelques mots pour terminer cette journée, quelques mots en forme de synthèse, après une journée riche qui a évoqué des thèmes assez différents, il est parfois agréable d'avoir un petit moment pour récapituler un petit peu ce qui a été entendu, ce qui a été dit. Alors, bien sûr, l'exercice de la synthèse est un exercice impossible, on est bien d'accord, et donc je n'ai pas du tout la prétention d'être surhumaine. Je vais donc me contenter de vous proposer ma synthèse, une vision très subjective finalement de ce qui s'est passé aujourd'hui. Et bien entendu, je vais commencer par remercier tous les intervenants, et particulièrement ceux qui sont venus de Toulouse et du Canada pour enrichir cette journée. Et je vais commencer par dire qu'effectivement, j'ai trouvé que cette journée avait été particulièrement riche par les informations fournies, mais aussi par les questionnements partagés et par les échanges croisés de part et d'autre de l'Atlantique, entre France et Canada, mais aussi par la multiplicité des points de vue. Et de ce point de vue, même les présidents de séance, vous avez vu, ont pris leur rôle très au sérieux et ont vraiment enrichi les discussions. Merci beaucoup à eux. Des perspectives disciplinaires multiples, même si le droit était à l'honneur, c'est vrai, mais bon, ce n'est pas si fréquent, donc dans un contexte interdisciplinaire, on peut s'en féliciter. Et donc, je voudrais dire que si ce colloque n'a pas levé toutes les incertitudes, ni apporté toutes les réponses, mais franchement, ce n'était pas possible, il me semble qu'il nous a fait progresser dans la compréhension des opportunités et des enjeux du recours aux données massives en santé publique. Lorsque Margot Bernelin et moi-même avons conçu le programme de cette journée, il nous est apparu important de ne pas prendre comme une évidence les discours sur la révolution du big data. Nous étions à bonne école, il est vrai, dans le cadre du programme Data Santé, puisque ce programme nous permet de côtoyer notamment des historiens des sciences et de la médecine qui nous rappellent constamment que le recul historique fait mieux percevoir les continuités derrière les apparences des discours de rupture. Alors, continuité ou rupture, telle était bien la question de départ de ce colloque. La collecte, l'archivage, le traitement massif et systématique de données de toutes sortes constitue-t-il de nouveaux outils au service de l'accomplissement des finalités de la santé publique, laquelle, après tout, est définie par Lévy, Casaban, Dufour et Jourdan comme une discipline dynamique dont l'objet est l'amélioration permanente de la santé des populations? Ou bien produisent-ils des modifications si importantes qu'elles transforment le champ et les objectifs du droit de la santé publique? Eh bien, à l'écoute des interventions d'aujourd'hui, il me semble que, certes, le rôle historique de l'outil statistique a été rappelé, rôle indéniable dans la légitimation du discours hygiéniste et du développement du droit de la santé publique, que certes, un certain nombre d'approches, comme par exemple l'approche nutritionnelle, on pense tous au verre de lait dans les écoles, est développée depuis un certain nombre d'années, voire de décennies, mais qu'à l'écoute des interventions d'aujourd'hui, la collecte, l'archivage et le traitement algorithmique des données offrent clairement des opportunités nouvelles pour améliorer la santé des populations. Margot Bernelin a évoqué le carnet de santé et la façon dont la courbe de croissance des enfants désormais pouvait être modifiée plus rapidement. Jean-François Toussaint nous a montré comment certaines informations peuvent être contre-intuitives et pourtant être révélées par les données, en l'occurrence la longévité accrue donc de ces athlètes de haut niveau qui pourtant sollicitent énormément leur corps, mais aussi, nous a-t-il rappelé, grâce au big data, tenir compte de la complexité. Ce n'est pas seulement réduire à des données, c'est aussi essayer de tenir compte des différents éléments qui peuvent participer de la compréhension d'une situation. De même, Lara Khoury a présenté clairement l'intérêt de cette approche par le big data pour la diffusion de l'information et la lutte contre les accidents médicaux et les infections nosocomiales. Pour combler les failles du système de déclaration, que ce soit d'ailleurs des déclarations des accidents médicaux, infections nosocomiales, ou les failles du système de déclaration obligatoire des événements indésirables associés à la prise de médicaments, il est clair qu'il est important de chercher aussi, j'insiste sur le aussi,
des solutions techniques pour renforcer le système de vigilance actuel. Cela a été évoqué dans la discussion ce matin. Des algorithmes cherchent désormais à compléter les systèmes de déclaration en exploitant par exemple les feuilles de soins, le SNIHAM qui a été évoqué, pour faire apparaître ces événements indésirables associés à la prise médicamenteuse sans être dépendant des seules déclarations des professionnels de santé dont on sait qu'elles sont parfois insuffisantes. Quand bien même l'obligation légale normalement est censée les contraindre. De même, Sandra Mercier a bien montré l'utilité des analyses de données génétiques pour réduire l'errance diagnostique et adapter la prise en charge des personnes, patients ou familles. Tandis qu'Emmanuel Rialsebag a pointé la marge d'évolution quant au lien que nous pourrions faire entre santé publique et génétique. David Buckeridge, pour ce qui m'est apparu, nous a fait prendre conscience de tout ce qui pourrait être appris, compris, d'une meilleure exploration, d'une meilleure exploitation de certaines données qui sont aujourd'hui peut-être parfois présentes dans des bases de données appropriées, telles que les données des scans des aliments achetés en magasin ou les données dans les cartes de fidélité. Ces données pourraient effectivement être exploitées non pas seulement à des fins de marketing ou d'accroissement de la marge des magasins, mais afin de concevoir des politiques publiques d'information et de prévention plus efficaces en matière de nutrition. Alors, lutter contre les maladies transmissibles, prévenir les incidences ou conséquences des maladies génétiques, prolonger ainsi la vie, améliorer l'information des consommateurs pour qu'ils s'orientent vers une alimentation plus saine. Voici, me semble-t-il, des objectifs qui font clairement partie des finalités des politiques de santé publique. Même s'il faut bien distinguer, ainsi que nous y a invité Emmanuel Rialsebag, ce qui relève de la dimension du soin individuel d'une approche plus collective. Donc si ces nouveaux outils ouvrent indéniablement de nouvelles perspectives, ils suscitent toutefois aussi, nous l'avons vu tout au long de cette journée, des interrogations. Certaines sont d'ordre plutôt méthodologique. Comment faire pour que cette approche fonctionne, pour qu'elle remplisse véritablement les attentes qui sont formulées? D'autres questions sont peut-être d'ordre plus fondamental. Quelles implications sur la conception de la santé publique, peut-être sur la conception de la santé tout court d'ailleurs, nous a rappelé Jean-François Toussaint, et quelles incidences sur le droit de la santé publique? Alors c'est d'abord les questionnements méthodologiques que je vais évoquer. Alors j'en ai relevé au moins 4, mais certainement que dans vos notes vous en trouverez davantage. Le premier type de questionnement me semble être relatif à la qualité des données collectées et traitées, à leur fiabilité et en conséquence à la fiabilité des informations ou recommandations qui sont issues du traitement. C'est une question qui est revenue tout au long des interventions. L'approche du type Big Data suppose que les données collectées et traitées soient non seulement fiables et exploitables, mais que leur variété n'obère pas les chances d'en tirer des informations fiables en les cumulant. Lara Khoury a ainsi mis en lumière les conditions à réunir pour s'assurer de la qualité des données amassées dans le système relatif aux accidents médicaux et aux infections nosocomiales. Paul Véron s'est interrogé sur la fiabilité des résultats issus d'outils algorithmiques nourris de données telles que des requêtes sur un moteur de recherche généraliste pour prédire les modalités de propagation d'une épidémie, mais aussi a insisté sur les risques éventuels de surévaluation du risque de dissémination ou d'ampleur d'une épidémie. Deuxième type de questionnement méthodologique, quelles conditions de réalisation de la collecte et de partage des données par le biais de ces nouveaux partenariats entre établissements publics et sociétés privées. La logique du Big Data induit la nécessité d'exploiter différentes sources et bases de données pour obtenir une quantité suffisante de données, mais aussi pour accéder à certains types de données. Outre que les systèmes algorithmiques permettant l'exploration et l'exploitation des données appartiennent parfois eux-mêmes à des sociétés privées, les données sont aussi parfois inclus dans des bases de données qui appartiennent à des personnes morales de droit privé. Lara Khoury a pourtant évoqué l'enjeu qu'il y a
à disposer de manière transparente de ces données à des fins de prévention, mais David Buckeridge nous a bien montré qu'un certain nombre de ces données de scan ont dû être obtenues par l'achat d'une base de données. Marine Friand-Perrault a mentionné les informations nutritionnelles sur la composition des produits, mais aussi les données issues des applications mobiles de coaching ou les données des assureurs. Ces acteurs privés, ce ne sont d'ailleurs pas uniquement des entreprises commerciales, ce sont aussi parfois, nous a-t-elle rappelé, des associations qui peuvent les fournir. Paul Véron, quant à lui, s'est référé aux bases de données des transporteurs aériens. Et au cours de la discussion, nous nous sommes interrogés sur les règles juridiques qui pourraient effectivement être mises en œuvre pour faire en sorte que ces bases de données privées soient accessibles à la recherche publique à des fins d'amélioration de la santé des populations. Je n'insiste pas sur le fait que Margot Bernolin a évidemment souligné la montée en puissance de ces acteurs privés, puisque cela faisait carrément l'objet d'une de ces sous-parties. Mais ceci, finalement, nous amène à nous interroger sur l'évolution éventuelle de la définition de la santé publique par l'Organisation mondiale de la santé, puisque Paul Véron nous avait donné cette définition de la santé publique comme faisant explicitement référence aux institutions publiques qui la mettent en œuvre. Dès lors que l'on assiste à une montée en puissance des acteurs privés, ne faudrait-il pas aboutir à une modification de cette définition? Troisième type de questionnement méthodologique, quelles conditions d'obtention de ces données massives, dans la mesure où le big data conduit à multiplier les situations où les données, identifiantes, donc données personnelles, ou éventuellement réidentifiantes, ce qui peut conduire aussi à la qualification de données personnelles désormais, sont collectées, conservées, utilisées et réutilisées, réinterprétées, nous a rappelé Mawen Zawati. Le risque d'atteinte à la vie privée existe même pour des données agrégées lorsque les bases de données sont croisées. Les interventions de Paul Véron, Marine Friand-Perrault et David Buckeridge le montrent. Certaines données sont particulièrement sensibles, eu égard au risque de discrimination qui pourrait en résulter en cas de divulgation non consentie. Il s'agit notamment, évidemment, des données génétiques sur lesquelles Emmanuel Rialsebag nous a précisément éclairé. Manzawati nous a montré l'intérêt pourtant de les conserver, y compris après le rendu, la restitution des premières analyses, afin de bénéficier des nouvelles connaissances associées à l'évolution du savoir, mais peut-être aussi, même s'il l'a moins développé, associées à des découvertes secondaires ou incidentes. Emmanuel Rialsebag avait, de manière pédagogique, me semble-t-il, distingué les conditions de production et les conditions d'utilisation des données. Eh bien, les conditions d'utilisation, voyez mon quatrième point d'un point de vue méthodologique. Quelles conditions d'utilisation des informations tirées des données? Certes, les données peuvent nous fournir des informations, mais comment faire en sorte que ces informations soient utiles, qu'elles produisent effectivement un effet sur l'amélioration de la santé des populations? Ainsi, Manzawati nous a alerté sur les limites du droit actuel, en tout cas du droit canadien, enfin, québécois plus exactement, pour organiser l'information des personnes sur les résultats issus d'une réinterprétation des analyses génétiques. Et l'analyse est certainement valable pour ce qui est des données additionnelles et des nouvelles analyses qui pourraient être réalisées après la collecte initiale. L'obligation de recontacter les personnes pourrait en effet être une condition en réalité de mise en œuvre efficace de cette idée d'une plus-value du big data. De même, Sandra Mercier a souligné les limites du système actuel de conseil génétique et d'information des familles. Nous tirons des informations du big data, mais que pouvons-nous en faire? Et dans ces conditions, quel sens donner au fait de mettre l'accent sur cette collecte toujours plus importante si on ne peut pas en tirer des conséquences sur les pratiques à mettre en place? Sur le thème des infections nosocomiales, ce sont les conséquences tirées d'une comparaison qui se sont révélées problématiques, puisque les hôpitaux, on l'a vu au cours des discussions, ont affaire toujours à des malades différents et à des situations différentes. Alors à ces quatre interrogations d'ordre méthodologique s'ajoutent, me semble-t-il, des questions fondamentales. Des questions fondamentales sur les implications de ce recours aux données massives en santé publique
Et elles m'apparaissent également de 4 sortes. Vous voyez, je n'ai pas fait exprès de faire ce balancement, mais je pense que c'est ma nature de juriste qui a parlé. Donc, en premier lieu, la montée en puissance des sociétés privées, déjà évoquée, interroge nécessairement sur la conception des politiques de santé publique comme poursuivant l'intérêt général et relevant d'une approche de droit public, voire de service public. Les interventions de Marine Friand-Perrault, Paul Véron, Margot Bernelin étaient éclairantes à cet égard. Bien sûr, faire de la place aux acteurs privés, ce n'est pas seulement possible, c'est probablement même utile, on l'a vu, pour accéder à certaines bases de données, mais les acteurs privés, c'est tout à fait naturel, poursuivent un intérêt privé. Dès lors, on ne peut pas ne pas en tenir compte quand on pense le champ de la santé publique. Deuxième type de question fondamentale, quelle incidence des outils du big data sur les approches et outils préexistants? Aujourd'hui, soyons clairs, et cela a été dit, y compris notamment par Paul Véron, il est question de complémentarité. Complémentarité entre les systèmes de vigilance et d'expertise reposant sur des déclarations et des analyses humaines et des outils exploitant directement les bases de données ou les feuilles de soins ou les données des transporteurs. Toutefois, il est possible de s'interroger sur l'avenir. Quelle place sera laissée aux premiers, aux expertises humaines, aux analyses humaines, aux démarches de déclaration qui restent humaines, dans un contexte de coupe budgétaire? Les discours qui valorisent l'objectivité, l'efficacité de l'exploitation algorithmique des données massives ne conduisent-elles pas implicitement, par glissements successifs, à délégitimer les systèmes actuels de vigilance et d'expertise qui reposent néanmoins effectivement sur une qualification humaine, sur une déclaration, donc une activité volontaire qui nécessairement ouvre la porte à la possibilité que cela n'ait pas lieu. Troisième interrogation, quelles frontières peut-on tracer aujourd'hui pour délimiter le champ de ce qui relève de la santé publique? Est-on encore dans le champ de la santé publique quand on explore les scans de panier, du panier de la ménagère? Oui, clairement. En lien avec les politiques en matière d'obésité, cela a été vraiment montré. Est-on encore dans le champ de la santé publique quand on s'intéresse aux performances sportives? Oui, tout à fait, dès lors que cela conduit justement à élargir le champ, par exemple, des pratiques qui peuvent être prises en charge au titre, par exemple, de l'assurance maladie. Dès lors qu'on en vient à des politiques de santé publique qui incitent aux pratiques sportives, oui, les frontières de la santé publique sont désormais plus difficiles à tracer. À l'ère du big data, les leviers pour améliorer la santé des populations semblent désormais incroyablement nombreux et variés. Le droit de la santé publique a depuis longtemps, il est vrai, débordé le champ de l'hygiène. Le vocabulaire juridique de l'association Capitan, qui, autant vous le dire franchement, est un petit peu la Bible qui cale tous les lits des juristes, définit depuis longtemps la santé publique comme dépassant l'hygiène pour englober désormais, je cite, la protection sanitaire générale, la protection de la famille et de l'enfance, la lutte contre les fléaux sociaux, tuberculose, maladies vénériennes, cancer, maladies mentales, alcoolisme et toxicomanie, mais aussi la réglementation des professions médicales et de leurs auxiliaires, celle de la pharmacie et des institutions hospitalières. La consultation du plan du Code de la santé publique ne laisse pas de doute sur ce champ continuellement en extension du domaine de la santé publique. Et de ce point de vue, l'approche par les données massives pourrait ne constituer qu'une étape supplémentaire. Elle ouvre toutefois tant de nouvelles directions qu'on peut se demander si le droit de la santé publique ne va pas devenir un droit global, couvrant toutes les activités humaines, s'immisçant dans les vies familiales et les choix personnels, et appelant chacun à un comportement responsable selon les normes de la statistique. Marine Friand-Perrault a souligné ce risque de surresponsabilisation des individus. La collecte, la conservation et le traitement des données de manière systématique et par des outils de mesure de plus en plus nombreux, il a été question beaucoup dans les discussions de ces objets connectés, fait planer un doute sur la société de surveillance qui pourrait advenir.
L'amélioration de la santé de chacun et de tous serait alors l'argument d'une version postmoderne du Big Brother. Quatrième et dernier point, enfin, Margot Bernelin nous a aussi alerté sur le risque qu'une confusion ne s'instaure entre les outils et les finalités poursuivies, entre les moyens et les fins. Fascinés que nous sommes par les mystères que l'exploration des données pourrait nous révéler, nous pourrions en venir à faire de la collecte, de la conservation, de la mise à disposition et de l'exploitation des données l'objectif premier. Nous aurions alors oublié pourquoi initialement nous estimions avoir besoin de collecter. Comme la science, dont on nous explique, parfois, qu'elle serait désormais pilotée par les données et pourrait ainsi se passer d'hypothèses, le droit de la santé publique pourrait perdre de vue ses principes et ses objectifs pour devenir une structure de légitimation d'un projet se limitant à collecter, conserver et faire des calculs sur les données pour voir ce qui pourrait en sortir. Mais nous n'en sommes pas là, et nombreux sont les humanistes, y compris dans cette salle, qui se préoccupent de faire en sorte que la technique demeure un serviteur précieux, pour paraphraser le prix Nobel de la paix Christian Luce-Lange, qu'il reste un serviteur précieux et ne se transforme pas en maître redoutable. Je vous remercie. Donc je ne voudrais pas lâcher ce micro avant d'avoir remercié de nouveau très chaleureusement toutes ces personnes humaines et humanistes qui ont rendu cette journée possible. Les intervenants bien sûr, Margot Bernelin que je remercie très chaleureusement pour ce travail quotidien que nous faisons ensemble, les membres du projet Data Santé et particulièrement Stéphane Tirard et Karine Lejeune, le personnel de la MSH qui vous a accueillis, qui va pouvoir nous aider à mettre en ligne les communications pour les personnes qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Vous, tous dans cette salle, et y compris ceux qui sont partis en cours de route parce qu'ils n'avaient pas envie d'entendre ma synthèse. Je vous remercie tous beaucoup. Merci.